Donc, aujourd'hui nous allons parler du quotidien des soldats allemands du début de leur vie jusqu'à la caserne. On va passer en vue l'entraînement, la discipline. J'ai pris tout du livre Être soldat de Hitler. Ça c'est l'introduction. Donc on revient dans le contexte. Là sur cette photo, on est en 1934 je crois. C'est les soldats de la Reichswehr. Donc c'est l'armée pendant la République de Weimar. Avant l'Allemagne nazie du coup. Et on les voit prêter serment à Hitler. Du coup ça annonce un tournant. Elle va être un peu plus politisée l'armée. Du coup, elle va se transformer et elle va s'appeler désormais la Wehrmacht. Là, on va faire le symbole d'allégeance à Hitler. Je crois qu'ils ont fait un serment, je jure sur Dieu, de prêter allégeance à Adolf Hitler. Donc ça, 1934, donc c'est avant la création de la Wehrmacht. Alors ça, c'est la Jungvolk. Alors désolé pour la prononciation dans cet exposé, ça va être dégueulasse. Ça, c'est la Jungvolk. C'est une organisation paramilitaire. On les reconnaît avec un seul éclair en rouge. Et donc ça déjà ça conditionne les enfants à être soldats. Ils font plein d'activités de plein air, le maniement, la discipline, ça fait un peu comme les scouts, mais tu vas commencer à recevoir l'idéologie nazie et tout ça. Voilà, la Jungvolk, ça c'est avant 14 ans. Ensuite quand ils ont fait la Jungvolk, à 14 ans ils peuvent continuer et passer les jeunesses hitlériennes. Belle photo colorisée d'ailleurs. Ça c'est entre 14 et 18 ans. Donc voilà, les 2000 de l'époque. Donc pareil, on fait la même chose, discipline, des camps, travail en plein air, activités sportives, des randos. Donc tout ça, ça permet déjà d'avoir une base solide physiquement. On n'est pas un fragile, on n'est pas une Megalox qui pèse 80 kg. L'équivalent féminin aussi des jeunesses hitlériennes, mais j'ai pas le nom. Et j'ai des images par contre, là il y a celle-là. Et voilà. Évidemment, elles aussi elles faisaient beaucoup de sport, donc elles étaient pas trop magalifiées. Et ça permet de conditionner les femmes au sport. En photo. Donc on voit qu'elles font du sport, et voilà, on s'amuse, le sport c'est génial, le cheval c'est trop génial. C'est quoi sur cette photo d'ailleurs? Les boules de pétanque. On enlève les filles et on met ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est après 18 ans. On a, attention, prononciation dégueulasse, Reich, Arbeich, voilà. Et nous on va le simplifier en RAD, voilà, c'était ça. Après la jeunesse hitlérienne et la Jungvolk, quand t'as 18 ans, tu passes une sorte de service de travail pour la jeunesse. Un peu comme notre service civique, mais un peu plus violent quoi. On les reconnaît principalement avec leur pelle qu'ils ont comme un fusil, vous voyez, ça les conditionne encore plus, la pelle en fusil. Et on inculque toujours discipline, entraînement militaire, et ça se rapproche de plus en plus d'un corps d'armée là. Donc voilà, une autre image ici, voilà, toujours avec les pelles, on voit bien ça, c'est un camp d'entraînement. Et il y a aussi un timbre, on voit bien la rade dessus, avec toujours la pelle, c'est vraiment le symbole la pelle. Et tout ça, ça permettait aussi de se renforcer encore plus physiquement, parce qu'ils faisaient des travaux publics, je sais pas si à l'époque, vous savez, mais Hitler il mettait en place des grands travaux publics, comme par exemple la construction d'un grand réseau d'autoroutes. Un des premiers grands réseaux d'autoroutes dans toute l'Allemagne, et puis eux ils y participaient. Donc voilà, ils prenaient un peu de muscle avec leur pelle. Et je vais vous lire un petit extrait d'ailleurs de comment c'était la rade. Mon extrait il est où? Friedrich Groups, alors jeune adolescent allemand, disait « Très tôt à 4 heures, on sort du lit pour une longue course dans la campagne avec les exercices du petit matin, puis la toilette, le petit déjeuner, le cérémonial de la montée de couleur et dès 5 heures, la marche jusqu'au lieu de travail en tenue avec la pelle sur l'épaule. Pas question de s'amollir par la lecture dans l'Allemagne nazie. Des sentinelles montent la garde au rad comme à l'armée. » Donc voilà, tu vois, en fait c'était leur fusil à leur pelle. Petite pelle partout. Il y avait aussi d'autres associations qui encourageaient la militarisation de la population. Par exemple, ça c'est le corps de transport national socialiste, on va pas le prononcer, mais ça s'appelle NSKK. C'était comme son nom l'indique, un corps de transport. Et il formait aussi les jeunes des jeunesses hitlériennes à conduire les camions et les véhicules. Donc déjà ils avaient un tour d'avance, ils voulaient rentrer dans l'armée en tant que conducteur par exemple. NSKK. Et aussi il y avait cette association, le corps aérien nazi, NSFK. Eux c'était une association pareille, sauf qu'eux ils formaient plutôt dans le pilotage. On voit là c'est sûrement des jeunesses hitlériennes vu le brassard. Et eux ça allait sûrement devenir des pilotes de la Luftwaffe. J'ai une vidéo. Alors on va résumer ce qu'on a vu sur les jeunesses, la Jungvolk, tout ça. Bon les Minus ça va être la Jungvolk je suppose. Et on va voir leur activité sportive. Voilà de la pêche. Il a pêché au quoi lui? Un thon. Vous voyez, activité de camp. Sont pas mal les images colorisées là. Bonne qualité. Prépare la bouffe, la vie de camp, la vie militaire, la vie en collectivité, des bûches, des plongeons, voilà, on s'amuse. Voilà, des marches. Qu'est-ce qu'ils font en marche? Voilà, marche au pas, évidemment. Comme ça, vous voyez, ils ont déjà une petite base avant de rentrer dans la vie militaire. Les entraînements de ce genre-là. Mais ça restait soft comparé à l'armée qui les attendait. Voilà, entraînement physique, comme on a dit précédemment. Marche au pas, ça commence aussi. Et là, vu le symbole qu'on a vu précédemment, je crois que c'est des Jungvolk, non? Vu qu'il n'y a qu'un seul éclair. Jungvolk aussi, un seul éclair. Donc pas jeunesse hitlérienne, c'est le truc avant ça, quand ils sont plus petits. Et les derniers, je pense, c'était des jeunesses hitlériennes. Pas sûr. Donc ça, c'était la jeunesse. Et maintenant, pour vous présenter l'armée, comment elle fonctionne, je suis obligé de vous présenter les grandes lignes. L'armée était organisée de cette façon. En gros, c'est des régions militaires.
Wehrkreis, voilà, ça s'appelle comme ça. On était appelé dans un de ces centres pour être recruté. À la caserne. Ah, il faut que j'explique ce fonctionnement. Attention, c'est un peu compliqué. Avant d'entrer à la caserne, t'es inclus dans ce système de région militaire. Il faut savoir qu'il y a un double système là-dedans. En gros, il y a la Ersatzheer, c'est l'armée de réserve, les réservistes, et la Feldheer, ça c'est l'armée de campagne, l'armée de combat. Et avant de rentrer dans l'armée de combat, la Feldheer, t'es obligé de rentrer dans la Ersatzheer. C'est un peu comme, comment dire, notre équivalent, ce serait être réserviste pour nous. C'est là qu'on apprend toutes les bases du combat. Et l'entraînement, les classes. Et l'avantage de ce système, c'est que ça fonctionne par région, c'est que chaque groupe de combat, en fait, a des camarades de sa région. Et ça renforce l'esprit de corps, en gros. Parce que vu que t'es avec des gens que tu connais de la même région, tu vois, si tu fous tous les Bretons en même temps, ils vont mieux s'entendre, forcément. Si tu mélanges un Breton, un Parisien, un Corse dans la même unité, je sais pas s'ils vont s'entendre pour une guerre à je sais pas où. Donc, recrutement régional important, c'est donc ça le système de région. Par contre, ça marchait pas pour certaines unités d'élite. Par exemple, la division Großdeutschland, pour ceux qui connaissent, ou même les SS, donc c'était juste pour l'armée régulière. La Feldheer, comme on dit, celle qui est au combat, elle occupe principalement la tâche d'affronter l'ennemi en campagne. Et à l'inverse, la Ersatzheer, elle, c'est plutôt former les nouveaux soldats. Et qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle fait de l'occupation territoriale, vous voyez, de la garnison tout simplement. Et au fur et à mesure de la guerre, elle sera obligée de faire du maintien de la paix. Au fur et à mesure que le front s'agrandit, par exemple sur le front de l'Est, elle va se taper les tâches ingrates comme liquider les partisans. Évidemment, la qualité va baisser vu que si t'es obligé de liquider les partisans, les recrues, t'as pas le temps de les former directement. Donc voilà. Donc après, évidemment, c'est la caserne pour le recrutement. Mais bon, pour aller à la caserne, tu peux pas y aller comme ça au KLM en y allant, wow, j'y vais directement, non. Déjà, tu reçois un télégramme, t'es invité, t'es obligé de te présenter à un test médical. Musterung, comme ils disent en allemand. Ensuite, si tu le passes, c'est bon. Si t'es pas handicapé, je pense que tu peux le faire, assez techniquement. Tu vas recevoir ton Soldbuch. Alors ça, c'est quoi le Soldbuch? C'est ta carte d'identité, tout simplement. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans, d'ailleurs? Qu'est-ce qui est écrit dans son Soldbuch? Alors je crois qu'il y a groupe sanguin, non? Blood groupe E. AB, ça doit être ça, ouais. Carte d'identité, donc ça faut le garder absolument, autrement tu vas mal finir si t'as pas ça. Tous tes faits d'armes, ton lieu d'origine, ton lieu d'affectation, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs? Attendez, je vais checker. Mais il y a toute ton information à pas perdre. Promotion en grade, prestigieuse décoration, séjour à l'hôpital, punition, équipement fourni, mais aussi permission tant attendu figurant dans le document. Et du coup, qui te demande ça? La police militaire. Et eux, c'est la Feldgendarmerie qui te la demande. Et eux, voilà. Donc si t'as pas tes papiers, t'as la police militaire qui te tombe dessus. La Feldgendarmerie. On les reconnaît facilement avec leurs gros colliers. Je sais pas si vous l'avez vu dans certains films de guerre, mais on les voit souvent, ces gros colliers là. Eux, ils les surnommaient les chiens fous, les soldats allemands. Et ils disaient papier, s'il vous plaît. À chaque fois, ils gueulaient ça. Paper, bitter, un truc comme ça. Après, à la fin de ton service, normalement, t'auras ton Wehrpass. Donc ça, tu le reçois qu'à la fin, c'est ton sorte de CV quand tu sors, en gros. Mais tu l'as qu'à la fin. On te donne aussi ta plaque d'identification, qui a un nom beaucoup trop compliqué, donc je le dirai pas. Et d'ailleurs, pour la version de la Seconde Guerre mondiale, ils ont enlevé le nom et prénom. Je crois que c'était présent sur la plaque de la Première Guerre mondiale. Donc les soldats, ils vivaient par chambre de 8. Ils avaient des lits superposés. Ils étaient comme ça. On voit bien le lit superposé, en effet. Et là, on voit bien leur tenue de travail, je vous la présenterai après. C'est une tenue en blanc qui va être changée parce que ça va être dégueulasse, ça va prendre une couleur rose dégueulasse quand on sera dégueulasse. Et ça va être changé en vert à la fin. Ça, c'est la tenue de travail, la tenue de corvée, comme ils appellent, drill tunique. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une caserne. La tenue de base. Oui, voilà la tenue de corvée, voilà. La tenue de corvée ressemblait à ça, elle était toute blanche, donc ils avaient pété les plombs, je sais pas pourquoi ils ont mis du blanc, mais après ils vont le changer en vert. Donc là, j'ai pas mal d'anecdotes à vous lire. On va parler des classes. Alors les classes, c'est comme pour toutes les armées, hein. 6 semaines d'entraînement assez strictes pour vous introduire à la vie militaire, ça veut dire marche au pas, discipline, corvée, enfin la base quoi. Il y avait un personnage qui était ultra redouté dans ces classes, c'était l'adjudant, c'est lui qui mettait toutes les punitions. Il fallait se plier à la discipline. Oui, il faut savoir que la discipline allemande elle était beaucoup plus élevée que la française ou l'américaine à l'époque, hein, par exemple. C'était vraiment le summum, c'était vénère, c'était limite pire que la Légion étrangère, pour vous donner un ordre d'idée. Et après, techniquement, ils étaient déjà formatés pour accepter cette discipline. Dans la population allemande, c'était accepter l'autorité, plus qu'en France, en tout cas. Et aussi, ils ont déjà subi avec le RAD, les jeunesses hitlériennes, la Jungvolk. On rappelle aussi que c'est hyper dur, mais ils tiennent aussi grâce à l'esprit de corps régional. Je vous en ai déjà parlé dans l'Ersatzheer et Landheer avec les régions militaires. Ils sont affectés avec leurs camarades, tous leurs potes d'enfance quasiment, donc forcément, ils s'entendent mieux. C'est pas des randoms pris au pif dans toute l'Allemagne. Je crois qu'il y avait un exemple dans le livre, c'était que les Bavarois qui étaient principalement catholiques étaient ensemble, du coup ils s'entendaient forcément mieux. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que je faisais souvent des chants pour les marches, même tout le temps, pour marcher avant de dormir, en travaillant. Les chants allemands, vous les connaissez tous, Erika, Lorello, Westerwald, tous ces chants.
Et ça parle souvent de femmes, évidemment. Je sais pas pourquoi ils adoraient les femmes. Nous, en France, on a des chants plus sur la tradition. Eux, c'est vraiment femmes, femmes, femmes. Les jolies femmes. Je vais vous trouver une musique. Chanson militaire typique allemande. Je vais vous trouver les paroles. Alors on pourrait s'attendre à des chants nazis qui disaient des trucs vénères, mais en fait non pas du tout, ça parle de femmes à quasiment 90%. Regarde, on va voir les paroles. Belles filles sont partout, et le printemps arrive dans la vallée. Le forestier et la fille, belles sont les filles de 17 à 18 ans. Profondément dans le cœur, au fond du cœur, voilà, ça parle que d'amour quasiment, ou de filles. I'm Gruld, I'm Weldon, voilà. Ça parle souvent de femmes. Hein. Et là nous avons un retour de 3 soldats après entraînement. C'était vraiment très dur les entraînements à l'époque, donc on les voit, ils sont claqués, ils sont vénères. Et je vais vous lire quelques extraits que je retrouve évidemment. Voilà. En gros, pour un adjudant, aucune faiblesse n'est tolérée. Iris Adger rapporte le cas d'un camarade qui écope de 20 jours d'arrêt de rigueur au pain sec et à l'eau pour avoir négligé de boutonner correctement sa capote. Donc c'est unique, hein, pas sa capote. Lui-même, celui qui commente, est puni pour avoir traversé la cour de la caserne, la main dans la poche de son pantalon. Martin Popel est signalé par son chef pour un simple bout d'élastique sur sa tenue d'entraînement. Voilà, vous voyez le truc par exemple. Les entraînements allemands, ils étaient très vénères. Hein. Alors celui-là, il est violent, écoutez bien. À Stettin, le retour tardif d'un camarade de Werner Karstens, qui avait rendez-vous avec une jeune fille, provoque l'ire de ses supérieurs. S'ensuit une punition collective pour toute la chambrée. L'infortuné soldat subit les représailles des autres, s'appelle la justice des camarades. Vous savez, on l'a vu dans le film Full Metal Jacket, le gros qui se fait taper, le gros Célestin. Grosse baleine, là, il prend pareil lui. Ou encore l'Esprit Saint, dont l'application est loin d'être évangélique. Frappé avec brutalité avec un manche de pelle, le jeune homme sera hospitalisé, puis amputé d'un bras, avant de succomber à une septicémie. Là par exemple, un mec qui a pas eu de chance est crevé par un manche de balai d'une septicémie. Alors voici un exemple pour le sport, le niveau est assez élevé, mais normalement ils ont déjà train avant. La gymnastique et le sport restent néanmoins récurrents. Un 100 mètres doit être couru en 13 secondes. On doit être capable de jeter une grenade à 40 mètres et nager 300 mètres en moins de 9 minutes. L'endurance est testée et exigée. On fait courir les hommes portant de lourdes charges de mortier ou de mitrailleuses sur plus d'1 kilomètre et une succession de sprints de 50 mètres. Alors il y a un rageux qui dit par exemple « Notre encadrement était surtout composé de caporaux qui compensaient leur faible QI par une série de méchancetés gratuites et d'insultes, en principe interdits par le règlement. » Alors nous avons un rageux qui rage caporal arrogant. Exercice de claustrophobie, également des plus redoutables. Lorsqu'il faut ramper dans une vieille conduite de gaz étroite. Il utilise aussi des balles à blanc par exemple pour l'entraînement. Et aussi des fausses grenades, des grenades factices mais ça pète en vrai, donc ça peut te péter à la main comme les gilets jaunes, donc faut faire ultra gaffe. Tu peux perdre des bras ou des membres, hein, même à l'entraînement. Bon, j'ai fini pour les témoignages, c'est bon. Voici le pactage maintenant. Est-ce que vous reconnaissez le famoso casque allemand? Le casque en acier, Stahlhelm. Là on les voit essayer, le casque allemand. La perception, pactage, ça c'est l'équipement de base. Bon, j'en connais quelques-uns. Là on peut voir le fusil, le K98K, le masque à gaz il est où? Dans la poche. Les gaz, tiens il est pas là, c'est bizarre. Il doit être là. Il y a une pelle, la grenade et tous les utilitaires pour nettoyer son fusil. Le K98K c'est le fusil de base de l'armée allemande. En fait c'est une évolution du K98 de la Première Guerre mondiale. Il est plus court parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un truc à rallonge qui sert à que dalle. Comment on dit dans le milieu déjà. Une perche, une canne à pêche, voilà. Donc ça c'est le fusil de base, il sera là pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour les soldats de base. C'est un fusil à verrou, donc à chaque fois il faut cric-cric pour recharger une munition. Il est fiable, il est puissant. Par contre, comparé à un M1 Garand, il a une moins bonne cadence de tir, on va dire. Donc voilà, le K98K, indissociable du soldat allemand. Et ceux qui étaient meilleurs au tir, les plus forts, ils avaient le droit d'avoir une nouvelle arme. Devinez laquelle c'est. Pas compliqué. La même avec la lunette. Non. Elle est connue, hein. MP40, non, c'est pour les sous-officiers, ça. Bon, je vais la mettre. Ça n'existait pas à l'époque. STG-44, c'est en fin de guerre, ça. C'était soit la MG34 ou la MG42. Donc ça, c'est une très puissante mitrailleuse, hein. C'est pas forcément pour tuer, mais ça provoque un gros effet de suppression. Quand tu tires dans le tas, c'est une tronçonneuse, le truc, ça. C'est un rayon laser, donc tout le monde se couche. Et ça aide vraiment l'infanterie allemande. Toute la base de l'infanterie allemande se reposait vraiment sur ça. Ça permettait de push, de défendre, ça faisait tout en fait. Une MG, tu pouvais coucher, je sais pas, 50 Américains, ils pouvaient plus rien faire. T'avais une seule MG, c'est bon, ça calmait tout le monde en fait. T'étais obligé d'appeler, je sais pas, les bombardiers ou un tank pour nettoyer tout le bordel, mais c'est une galère. Il faut savoir qu'il y avait au moins une MG tous les 6 mecs. À côté, la France, c'était hyper rare, les MG, c'était beaucoup plus rare, et en plus, elles étaient beaucoup moins puissantes, les MG. Elles avaient que 30 munitions. Là, tu pouvais tirer une cadence de fou, t'avais une bande en plus. Regarde, on voit une bande là.
On voit la bande et puis le chargeur ici. On voit la boîte. Alors là, tu pouvais facilement arroser comme un gros porc avec. Et du coup, c'est pour ça que l'infanterie allemande était aussi dure à abattre, c'était à cause de ça. Hein. Ça faisait chier tout le monde, mais c'était le cancer. Ça s'appelle saucer comme un porc. L'AMG, c'est fini. Il faut savoir aussi que les soldats allemands avaient une très bonne formation théorique aussi. On leur apprenait à lire, à manier des cartes. On les amenait à visiter des manœuvres divisionnaires, carrément avec des officiers. Donc en gros, ils savaient un peu tout faire. Ça, c'est incroyable. On leur apprenait les bases de la tactique. Par exemple, si leur chef crevait, eh bien, ils pouvaient prendre le relais. Même s'il y avait une grosse discipline, ils avaient surtout une bonne autonomie également. C'était pas trop rigide. Chacun pouvait décider un peu. Mais ça, on en parlera dans le chapitre des sous-officiers et officiers. Donc on va conclure, comme vous l'avez vu, la discipline c'est extrêmement violent, il y a des punitions à chaque fois que tu fais de la merde dans l'entraînement, t'es mis au pas, mais au moins ça forge pour les combats, là après t'es bien vénère quand t'as passé tout ça, combiné avec ton esprit de corps, avec tes camarades, tes potes d'enfance, t'es sûr que tu vas déglinguer tout le monde. Et donc ça, la base de l'entraînement allemand. Après ça peut apporter ses limites, parce qu'à la fin de la guerre, quand l'Allemagne perd, ils sont obligés de faire de la merde, enfin, de buter ceux qui s'enfuient par exemple. Les déserteurs, là, quand tu veux t'enfuir de l'armée allemande, là tu vas prendre cher. Il y en a qui sont exécutés sommairement, et d'autres carrément qui vont dans des bataillons pénals. Un peu comme la légion pénale de Warhammer 40k. Tu finis aux arrêts dans un bataillon où tu vas ramasser des cadavres, déminer le terrain, que des tâches ingrates. Donc si tu désertais à la fin de la guerre, t'allais prendre ultra cher. C'est ça le revers de la médaille. Et aussi également, il y en a certains qui pétaient des câbles à cause de cette trop forte hiérarchie. Un des éléments qui ferait que les soldats allemands se défouleraient sur les civils pendant Barbarossa, combiné à l'idéologie bien sûr nazie. Donc voilà, tous ces éléments ça fait la base de l'entraînement allemand. Donc avantages et inconvénients évidemment, tu peux pas tout avoir. Attendez, je vais vous montrer un petit extrait d'un bataillon pénal. Extrait du film Génération War pour ceux qui connaissent. Alors là on voit le capot arrogant, il met des droites au mec. Alors ça c'est quand t'as fait de la merde, quand t'as déserté ou t'as abandonné ton poste. Par contre il y a une petite incohérence là sur leurs uniformes, c'est écrit dans le livre, ils ont plus le droit de porter la croix gammée. Interdit. Là, vous voyez, ils ont encore l'aigle de poitrine à gauche. Normalement, ça s'est enlevé. C'est déshonoré, donc t'as plus le droit de le mettre. Allez, par exemple, voilà. Enterrer les cadavres ou déminer des endroits dangereux. C'est les bataillons pénals. Beobachtungsbataillon Bataillon, 500. Il y en avait d'autres aussi. Le revers de la médaille d'un système trop basé sur la discipline. Moi, j'ai tout abordé. Ah si, j'ai pas parlé de ça. Il y a une petite permission le dimanche, s'ils sont sympas. Mais justement, s'ils font de la merde, ils l'ont pas à la permission. D'ailleurs, ce sera critiqué que les soldats allemands, il y a de la fatigue à force de toujours être trop en mode discipline. Justement, les soldats américains, ils étaient plus cool et du coup, ils avaient des meilleures performances en combat vu qu'ils se reposaient plus souvent. À la fin de la guerre, pour les Allemands, ils se reposaient quasiment plus. Hein. Ils faisaient tout, garde, sommeil, finito. C'est de la galère.